Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, un webinaire sur la Smart Energy. Aujourd'hui, le thème de ce webinaire, c'est de parler de comment on peut optimiser les ressources en eau et l'IoT au service de la transition écologique. Donc c'est un webinaire un petit peu particulier parce qu'on sera 4 aujourd'hui pour pouvoir discuter et échanger sur ce sujet-là. On va pouvoir traiter ensemble de celui-ci et on va commencer un petit peu par se présenter. Donc on est aujourd'hui, comme je l'ai dit auparavant, sur la partie optimisation des ressources en eau et l'IoT au service de la transition écologique. Je vais laisser la parole à chacun des intervenants, en commençant par Lauriane. Oui, bonjour à tous. Donc, Lauriane Morel, je suis chargée de mission en gestion de l'eau, irrigation à la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Et je suis également donc animatrice de l'OUGC, donc c'est Organisme unique de gestion collective des prélèvements agricoles sur la nappe de l'Accro. Et Lauriane, Guillaume, je te laisse te présenter à ton tour. Oui, bonjour à tous. Guillaume Casella, directeur de l'ASA Compagnie de Trapos, un canal d'irrigation maître. Merci Guillaume. Hugo. Et bonjour à tous. Donc moi Hugo Lemoine, je suis responsable des partenariats pour Synops. Et donc du coup Mathieu Bory, donc je suis le business manager de Synops. En tout cas, donc merci à tous les intervenants pour votre présence et du coup une nouvelle fois bienvenue à tout le monde. Donc on va pouvoir commencer ce webinaire. Du coup, on va commencer de suite par faire un peu un tour sur les enjeux autour de la gestion des ressources en eau. Et là-dessus, je vais passer la main du coup à Lauriane. Est-ce que tu peux nous dire pour toi quels sont les grands enjeux forts autour de la gestion de l'eau? Oui, alors bon, la gestion de l'eau, c'est un enjeu majeur qu'on a au niveau du réseau des chambres d'agriculture. Donc surtout au niveau des chambres d'agriculture de la région PACA, mais pas que, aussi au niveau national. Donc au niveau du réseau des chambres, en fait, on essaye de mettre nos compétences pour accompagner différents projets sur la gestion de l'eau, la gestion de l'irrigation, la préservation de la ressource en eau et aussi son partage, le partage de l'eau au sein des territoires. On peut intervenir sous différentes façons au niveau des chambres. Donc, on accompagne bien sûr les agriculteurs sur des projets d'irrigation, sur la mise à l'irrigation, aussi sur le multi-acteur, donc à l'échelle des bassins versants, le partage de l'eau, donc avec l'eau potable, l'eau agricole et l'eau industrielle. On peut également donc aider les agriculteurs à faire de la substitution de ressources à travers différents plans et différents contrats. On peut retrouver donc ça dans les SAGE, les schémas d'aménagement de gestion des eaux, dans les plans de gestion des ressources en eau. On peut accompagner aussi donc les agriculteurs sur tout ce qui est le pilotage de l'irrigation, l'optimisation de l'irrigation. On travaille de plus en plus donc sur le changement climatique, sur la préservation donc de l'eau pour l'ensemble des exploitations agricoles face au changement climatique. Et également, donc on accompagne, on travaille donc avec les gestionnaires de réseaux d'irrigation. Donc ça peut être comme à travers le canal de Provence ou à travers donc les différents gestionnaires de canaux d'irrigation. Voilà le sujet pour lequel on est là aussi aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet, merci Lauriane, c'est vrai que c'est un sujet qui est important. On a traversé une sécheresse assez importante cet été, donc du coup, sujet très important aujourd'hui de mieux gérer justement cette ressource. Et donc, comme tu as soulevé Lauriane, important d'avoir une bonne gestion pour pouvoir accompagner justement les ASA ou les agriculteurs sur l'optimisation de celle-ci. Ce que l'on peut un petit peu dire sur l'apport de l'IoT aujourd'hui dans la gestion de l'eau, c'est que déjà, premièrement, on va pouvoir avoir quelque chose qui va être plus durable dans le temps.
parce qu'on va pouvoir du coup préserver au maximum l'eau. Donc sur ça, on va pouvoir du coup mettre en place des solutions qui vont amener du coup de la rentabilité. Comment? En utilisant des solutions qui vont permettre de diminuer des coûts parce que on va avoir besoin d'une supervision à distance. On va mettre en place des outils qui vont permettre de peut-être moins se déplacer directement sur le terrain pour voir les choses, peut-être avoir une information à un instant T qui va nous permettre de baisser les coûts. Forcément, si on arrive à avoir une économie de coûts, on va forcément améliorer du coup la performance parce que on va peut-être diminuer les interventions, on va peut-être diminuer aussi les incidents et pouvoir être plutôt proactif parce qu'on va pouvoir, avec une simple visualisation à distance, peut-être voir quand il y a une panne et intervenir au bon moment et plus peut-être faire des tournées pour aller voir si tout se passe bien. Et forcément, le quatrième facteur, ça va être d'apporter du coup de la qualité parce que du coup, on va avoir des données maîtrisées en temps réel, fiables, et on va pouvoir du coup apporter tous ces éléments aux ASA, aux agriculteurs, et ça leur permettra d'avoir peut-être un meilleur rendement sur leur culture, d'être plus efficace et du coup d'avoir quelque chose de beaucoup plus optimisé. Donc pour moi, les facteurs importants de l'IoT dans la gestion de l'eau sont ceux-là. Du coup, on va à nouveau te repasser la main. Si tu peux un petit peu, Lauriane, présenter aujourd'hui un petit peu la Chambre d'agriculture. Oui, donc tout d'abord, bon, je vais un peu vous dresser le portrait du réseau des chambres d'agriculture. Donc, on est un réseau qui est composé donc principalement donc avec une chambre nationale, donc la PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, donc qui est à Paris. Ensuite, donc, on a les chambres régionales d'agriculture, donc qui sont au nombre de 13. Et ensuite, à l'échelon donc départemental, on a les chambres départementales d'agriculture qui sont au nombre de 89 au niveau national. Donc, les chambres d'agriculture, c'est quoi? Ce sont principalement donc des établissements qui sont dirigés par des élus et qui sont représentés donc dans différentes instances de gouvernance. Au niveau des élections des chambres d'agriculture, donc c'est tous les 6 ans. Et nous, au niveau national, donc on a 103 établissements pour une représentation environ de 4200 élus, ce qui représente en nombre d'agents, en nombre de collaborateurs, à peu près 8400 agents techniques sur le terrain, et pour 467 500 agriculteurs. Donc, on a un réseau de conseillers sur la gestion de l'eau. Donc, au niveau régional, chaque région a son réseau. On peut échanger donc entre les différentes chambres d'agriculture départementales pour parler des différentes thématiques sur la gestion de l'eau. Et également, donc au niveau national, on a des groupes métiers sur la gestion de l'eau, sur la gestion quantitative. Et ensuite, on peut travailler sur différentes thématiques plus précises, comme sur les eaux humides, sur les EUGC, sur l'irrigation, etc. Donc, on a quand même un gros réseau de conseillers chambres d'agriculture qui échangent au niveau national. Donc là, sur cette diapo, je vais vous parler un peu plus précisément donc, de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Donc nous, à la Chambre d'agriculture, donc on a 16 élus qui représentent donc le bureau de la Chambre d'agriculture et son président, donc M. Patrick Lévesque. On est 70 salariés représentés en 6 pôles d'activité. Donc moi, je fais partie du pôle eau, environnement, qualité. On a 3 réunions de bureau des élus donc, par mois et 2 sessions des chambres d'agriculture par an. Donc, c'est au niveau des sessions qu'on prend les délibérations qui sont ensuite signées par le préfet du département. Donc, nos missions principales donc, au niveau du réseau de la chambre d'agriculture, c'est assurer donc, une représentation du secteur agricole donc, face aux pouvoirs publics, aux différents pouvoirs publics, défendre le monde agricole. Ensuite, contribuer à l'amélioration des performances économiques, sociales, environnementales des exploitations agricoles. Accompagner bien sûr les agriculteurs dans les différents projets, que ce soit de l'installation d'un agriculteur au niveau des filières ou de la valorisation de leurs produits. Et œuvrer donc, pour le développement durable des territoires ruraux. Voilà au niveau de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône.
Merci Lauriane. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer un petit peu les rôles de la Chambre pour tout ce qui est la gestion de l'eau? Oui. Alors maintenant, donc vis-à-vis de la gestion de l'eau, donc nous on travaille un peu sur différentes missions, on va dire quantitatives. Donc je vais plus vous détailler les enjeux de la gestion de l'eau au niveau quantitatif que qualitatif. Donc, comme je vous disais depuis le début, donc on accompagne bien sûr les agriculteurs ou les acteurs du territoire ou les collectivités dans la gestion de l'eau, dans l'optimisation de la gestion de l'eau et surtout sa préservation donc, face au changement climatique. Donc, pour ça, on a différents projets qu'on met en place au niveau, donc nous, de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Donc, on peut commencer par tout ce qui est préservation de la ressource et partage de la ressource en eau, donc au sein, par exemple, de l'OUGC de la nappe de l'Accro. Donc, comme je vous le disais, là, c'est un organisme unique qui gère des prélèvements agricoles en nappe souterraine. Et là, le but, c'est d'avoir un volume d'eau, enfin, garder un volume d'eau agricole pour donc préserver cette ressource face aux différents usagers et avoir un rôle de négociation face aux différentes instances. Donc là, c'est vraiment le maintien d'un volume d'eau agricole. Ensuite, on peut intervenir sur la recherche de nouvelles solutions pour apporter de l'eau donc sur différents territoires. Ça peut être par rapport à des études de besoins en eau sur des territoires qui ne sont pas irrigués aujourd'hui, sur lesquels donc, on va voir comment on peut apporter de l'eau. Donc, soit par l'extension de réseaux, par exemple du canal de Provence, ça peut être de faire des retenues d'eau d'irrigation. Ça peut également, enfin là on a un projet d'étude sur la réutilisation d'eaux usées traitées pour irriguer. Donc on a différents projets donc pour améliorer, on va dire, le confort de travail des agriculteurs. Ensuite aussi, donc on a un gros rôle sur de l'expérimentation et du pilotage de l'irrigation et de l'optimisation. Donc par exemple à travers le projet Arbocro, où là on expérimente sur le terrain de la restriction en eau, donc sur pêcher et abricotier. Donc l'idée, voilà, c'est face au changement climatique, c'est de se dire dans les années à venir comment on pourra diminuer les quantités d'eau sans avoir d'impact sur le rendement de l'arbre et surtout d'impact économique sur l'exploitation agricole. Donc voilà, sur le changement climatique, on travaille aussi beaucoup avec Climat 21. Donc Climat 21 qui est un outil du réseau des chambres d'agriculture et dont l'objectif principal, c'est de simuler des indicateurs climatiques et agroclimatiques face au changement climatique pour ensuite avoir des pistes d'adaptation par filière. Et enfin, donc on a monté un GI2E, donc c'est un groupement d'intérêt économique et environnemental, donc sur lequel on est co-animateur avec l'ASA d'irrigation donc de la Haute-Crau. Et ce GI2E donc, avait pour action, on va dire, principale l'automatisation de l'irrigation gravitaire. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on a 6 agriculteurs qui font partie du groupement et on a donc l'ASA d'irrigation. L'action qu'on doit mettre en œuvre là, sur le terrain, c'est donc tester des capteurs de hauteur d'eau sur le canal, mais surtout donc automatiser les martelières d'irrigation de nos 6 agriculteurs engagés dans le projet. Donc, pourquoi on a voulu faire ça? Bien sûr, aujourd'hui, c'est une irrigation qui est assez ancestrale, qui demande beaucoup de temps. Eux, ils ont voulu donc automatiser, bien sûr, pour économiser du temps de travail, aussi pour limiter donc les contraintes qu'ils ont de se lever la nuit, parce que donc c'est une irrigation avec des tours d'eau, bien sûr la nuit. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut éviter de se lever et surtout aussi une grosse problématique d'inondation. Car aujourd'hui, on a des martelières qui peuvent rester ouvertes, ça inonde les routes, on est de plus en plus urbanisé, donc c'est vrai qu'on a besoin d'automatiser. Et autre avantage, économie d'eau, bien sûr, sur les parcelles. Donc, c'est à travers un peu ce GI2E qu'on a recherché différentes solutions pour automatiser les martelières. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait partie de ce webinaire et on s'est rapproché de Guillaume de l'ASA, donc de la compagnie Craponne et bien sûr de Sinox pour pouvoir échanger sur de nouvelles technologies pour automatiser nos martelières. Alors, voilà, je pense que j'ai fait tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, c'est que vous êtes capable du coup d'élaborer du coup des plans d'action avec les différentes parties et après vraiment d'accompagner sur la mise en place d'un projet pour pouvoir justement apporter un petit peu toutes ces innovations pour justement permettre une meilleure gestion de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort et c'est un point important à remonter. Ouais. Merci Lauriane, on va maintenant passer la
La main à Guillaume pour la présentation de l'ASA compagnie de Craponne. Oui, merci Hugo. Du coup, l'ASA compagnie de Craponne. L'ASA compagnie de Craponne, elle est née en 2016. Elle vient en fait de l'œuvre générale de Craponne, qui est une œuvre créée, qui a débuté en 1554 par des accords d'Alan de Craponne roi pour dériver des eaux de la Durance, une partie des eaux de la Durance, et ensuite par la mise en place de la chaîne hydroélectrique de la Durance. Aujourd'hui, on a plusieurs ouvrages et on détient aujourd'hui 10 points de prélèvement sur le canal usinier d'EDF. Ces points de 6500 hectares environ, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on actualise nos périmètres. Et on a en tout 15 structures secondaires. Si vous voulez, ce réseau est la colonne vertébrale et derrière est branché dessus plusieurs réseaux secondaires qui sont gérés par d'autres ASA, des ASL et des communes. Donc aujourd'hui, nous, quand je suis arrivé à l'ASA, il y avait, on va dire, un réseau qui était assez vieillissant, même si c'est un réseau qui a été rétrocédé par EDF avec des ouvrages de régulation, mais sans, on va dire, sans outils de supervision mis en place pour gérer à distance et au mieux notre réseau. C'est pour ça qu'on a fait appel à Synox par l'intermédiaire d'Obgenus qui nous a donné l'adresse de Synox et aujourd'hui qui fait son petit chemin par rapport à l'IoT. Alors, oui. Est-ce que tu peux nous dire l'émission de l'ASA compagnie de Craponne? Oui, alors l'émission, en gros, c'est le véhiculage de l'eau brute sur le canal maître et pour derrière desservir les réseaux secondaires, mais aussi desservir du privé. Alors, ce privé, ce sont des actionnaires, du réseau, c'est des ayants droit d'eau sur le réseau. Aujourd'hui, le but, quand on a créé l'ASA compagnie de Craponne, c'était du coup, comme est marqué sur la slide, de remettre en place une police de l'eau transparente, parce que, on va dire, la mission principale de l'ASA, c'est distribuer l'eau en fonction de toutes les dotations et les droits d'eau de chacun. Gérer nos ouvrages gravitaires et sous pression, c'est d'avoir voilà une visualisation de la consommation en temps réel. Assurer une bonne gestion de l'eau qui est normale et exécuter des travaux neufs ou de rénovation, c'est-à-dire rétablir des ouvrages, mettre en place soit des réseaux sous pression ou du cuvelage pour du réseau gravitaire. Merci Guillaume. Du coup, par rapport à ça, quelles sont pour toi du coup les contributions de l'ASA sur la gestion de l'eau, si on peut dire la 4.0? Oui, alors un peu pour vous faire un peu l'historique, quand je suis arrivé à l'ASA, le conseil d'administration, parce que l'ASA, elle a un conseil d'administration avec un président, on a mis des solutions, on a démarré des solutions avec des automates reliés en GSM et tout ça. Bon, ça avait un coût un peu important par rapport à notre budget. On n'arrivait pas à mettre en place beaucoup de stations lignimétriques sur notre réseau, qui fait quand même 55 km en réseau principal. Donc, on a fait quelques réunions sur un départ de projet sur la Haute-Crau, sur du réseau LoRa en capteur de niveau d'eau. On a essayé de faire ce premier projet avec un prestataire qui n'a pas fonctionné. Alors du coup, on a fait appel à Synox. J'ai été emballé par la société et Synox a été emballé sur la gestion de l'eau. On a mis en place quelques capteurs de niveau d'eau. On a mis en place plusieurs technologies, notamment avec de la sonde pression, de la sonde ultrason sans onde guidée, avec onde guidée. Enfin, on a fait plusieurs solutions sur un même site et avec une caméra de vidéosurveillance sur la hauteur d'eau et quelle était la solution la plus adaptée. En relation avec Synox, on a déduit qu'on était parti aujourd'hui pour avoir fait les essais, une mise en place de capteurs d'ultrasons guidés. Cette solution, aujourd'hui, on a quand même une trentaine, il me semble 25 ou 30 capteurs de mise en place sur le réseau, donc qui est assez pas mal. L'ultrason non guidé était pas bon pour notre territoire parce que on a un pays à Mistral et le Mistral, on va dire, il perturbe les ondes ultrasoniques. Donc, on est parti sur l'ultrason guidé et ensuite, par la suite, on est en train de faire des essais entre l'ultrason et le radar. Donc, je pense que c'est les deux solutions adaptées pour notre secteur.
Et on va dire que c'est des solutions qui sont facilement déployables et à un faible coût. Parce qu'au lieu de mettre, on a démarré la première année en mettant 2 sites sur du réseau GSM. Aujourd'hui, sur une année, on a mis 20 capteurs. On a pu, on va dire, prévoir un budget pour la mise en place de 20 capteurs. Et ça, c'est déjà c'est pour les positif. Justement, c'est ce qu'on va pouvoir voir par la suite et un petit peu expliquer sur justement ce qu'on a, les solutions qu'on a pu mettre en place par rapport à ça. Et par rapport à la slide, la préconisation des solutions IoT, on a déjà mis en place une antenne secondaire et derrière, on a toutes nos ASA, vu la conjoncture de l'année 2022, qui sont pour mettre en place des capteurs de niveau d'eau sur tout leur réseau. Donc déjà, ça initie à mettre en place, on va dire, facilement tous ces capteurs. Merci Guillaume. Maintenant pour Mathieu, la présentation de Synox. Ouais. Donc pour bien comprendre un petit peu à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que donc Synox, nous on est intégrateur et on est éditeur de solutions IoT, donc c'est tout ce qui est objets connectés. Et en fait, on accompagne autant des entreprises privées que des collectivités qui souhaitent mettre en place des solutions IoT de manière pérenne. Donc on vient conseiller du coup les clients afin de mettre en place la meilleure solution. Donc ça passe par le choix du capteur par rapport au cas d'usage, le choix de la connectivité pour que le capteur puisse communiquer et la mise à disposition du coup de nos plateformes pour pouvoir gérer la connectivité, les capteurs, pour être sûr que le capteur fonctionne correctement. Et la deuxième plateforme de visualisation qui va du coup permettre d'avoir les données en temps réel. On est présent donc dans le sud de la France, donc sur Montpellier. On existe depuis plus de 15 ans, donc on n'est pas non plus des nouveaux-nés sur le sujet. À l'heure actuelle, on a plus de 600 clients, donc il y a déjà plus de 80 000 objets en fonctionnement sur nos solutions. On a plus de 550 modèles de capteurs, parce qu'on travaille avec l'ensemble des capteurs quasiment du marché, de n'importe quelle marque. On a la possibilité justement de les intégrer assez facilement. Et on a un écosystème du coup assez important du coup de partenaires, des fabricants de capteurs, des télécoms, des bureaux d'études qui nous accompagnent pour pouvoir répondre parfaitement aux projets de nos clients, parce que le but c'est justement de faciliter l'utilisation de l'IoT, de faciliter le déploiement. Et un point qui est important, c'est voilà, on investit beaucoup en R&D pour pouvoir proposer des nouvelles fonctionnalités sur nos solutions pour qu'elles qu'elles correspondent aux attentes des personnes qui l'utilisent. Hugo, du coup, si tu peux prendre un petit peu la main sur pour expliquer un petit peu le partenariat entre du coup l'ASA Compagnie de Craponne et Synox. Oui, merci Mathieu. Donc déjà, ça fait maintenant plusieurs années que l'ASA et Synox collaborent. Ouais. Donc en premier lieu, l'idée c'est de pouvoir équiper le réseau, donc à la fois l'antenne principale et le réseau secondaire, donc de solutions IoT. Donc Guillaume est en charge de l'antenne principale, a déjà fait plusieurs déploiements de solutions et comme il l'a dit tout à l'heure, préconisé à quelques ASA de l'antenne secondaire. Le deuxième sujet, c'est de pouvoir innover. Donc Lauriane en a parlé tout à l'heure en début de webinaire et ça sera aussi détaillé plus tard, mais de pouvoir lancer de nouvelles solutions qui n'existent pas encore sur le marché. Et après, forcément, être accompagné tout au long du projet par les équipes pour pouvoir déployer des solutions IoT à un coût accessible pour des entités telles que les ASA. Est-ce que Guillaume, tu peux nous expliquer un petit peu l'objet de ta prise de contact avec Synox et nous donner un petit peu un retour d'expérience là sur la collaboration? Oui, alors la collaboration avec Synox déjà c'était trouver la solution, on va dire le capteur adapté à notre besoin. Ça a été déjà un temps où on a passé une bonne année dessus. Et aujourd'hui, on a trouvé le capteur dédié. On a encore d'autres solutions. Après, il y a deux types de besoins. Il y a le besoin sur le canal mètre, le besoin sur l'agriculteur.
moi, mon conseil d'administration m'a demandé de faire de réfléchir aux deux besoins. Et c'est pour ça que, par exemple, cet été, on a fabriqué 2 capteurs de bout de champ avec Sinox pour aider certains agriculteurs, en fait, si vous voulez, sur les parcelles de foin de gros, pour qu'ils soient, on va dire, communiquants dès que l'eau est arrivée en bout de parcelle, ce qui a permis, du coup, comme disait Lauriane, une économie en eau et déjà une gestion plus facile et plus facile pour l'agriculteur. Ensuite, concernant plutôt le canal maître, c'est que, comme je disais, en arrivant à l'ASA, aucun moyen de visualisation en temps réel du canal, de toutes les hauteurs d'eau dans tous les bassins de régulation. Dans les 10 points de prélèvement qu'on a sur le canal EDF, on a instrumentalisé les 10 points de prélèvement. Par exemple, un problème sur une vanne EDF en plein mois d'août, il y a eu une alarme qui a sonné sur le garde-chef et derrière, on a su en instantané qu'il y avait un problème sur la vanne amont du barrage EDF. Donc ensuite, on a instrumentalisé tous les bassins de régulation, on a fait des sections de canal pour voir un peu, parce que vu la période difficile, les vols d'eau où ils se positionnaient, on a réussi un peu à trouver quelques personnes qui s'amusaient à prendre l'eau le samedi et le dimanche, et c'est tout ça grâce au capteur de niveau d'eau. Après, qu'est-ce qu'on a pu mettre d'autre en place? L'avantage avec Sinox aussi, c'est qu'il y a tellement de capteurs que on va dire un catalogue assez important. On a l'objectif de mettre des stations météo connectées, ce qui va permettre aux gardes de savoir un peu sur les 50 km de canal et sur les 6000 hectares irrigués où sont les endroits qui a fait des orages. Derrière, s'il peut optimiser l'eau en fermant ou pas des départs de canal. Donc voilà un peu le besoin qu'avait la compagnie Trapone. Et derrière, en innovation, je dirais, ça serait de contrôler toutes ces vannes et tous ces points de prélèvement sur le canal. Et ça, c'est pour parler. Je pense que ce qui est important aussi de souligner sur ce partenariat, c'est on a pu aussi justement tisser un lien particulier qui nous a permis de faire appel à l'ASA Compagnie Trapone, qui est expert dans son domaine et qui connaît les problématiques des ASA, des agriculteurs. Nous, on est experts sur la partie justement IoT et la combinaison des deux fait qu'on a pu travailler ensemble sur des solutions adaptées aux besoins. On a pu pouvoir proposer différents systèmes et solutions pour que cette relation cohabite facilement et qu'on puisse facilement trouver des solutions. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la proximité que l'on a favorise ces échanges et favorise notre travail au quotidien. Et moi, c'est quelque chose que je mettrais en avant là-dessus, c'est que autant que ce soit Guillaume que nous, on essaye d'être vraiment moteur, on est vraiment très joignable pour pouvoir avoir cette proximité qui, pour moi, est importante si on veut mettre en place des solutions qui durent dans le temps et qui soient vraiment qui répondent vraiment aux attentes de l'usager. Merci Guillaume, merci Mathieu. On va maintenant faire le focus sur un cas d'usage principalement. Donc je vais laisser la main à Mathieu et à Guillaume pour expliquer un petit peu la success story de l'ASA. Ouais, merci du coup Guillaume. Et donc Hugo, pardon. Donc le but ici, on avait une problématique, comme l'a dit Guillaume, c'était qu'il n'y avait pas du tout de supervision sur la partie ASA directement sur les canaux. Donc, il fallait du coup mettre une solution qui permette justement à l'ASA d'avoir tout simplement des relevés, donc pour pouvoir avoir un contrôle régulier du niveau d'eau, du débit directement sur les canaux, de pouvoir avoir une vue directement sur ces canaux en quasiment un instantané, et de pouvoir aussi réguler, comme l'a dit Guillaume, toute la police de l'eau pour justement limiter au maximum les vols en eau qui étaient constatés du coup sur les différents canaux. Est-ce que pour toi, ça résume bien, Guillaume, un peu les problématiques qu'avait l'ASA au départ? Oui, c'est ça, ouais.
Euh, du coup, quels étaient selon toi, du coup, Guillaume, les objectifs principaux concernant cette supervision de l'irrigation? Ah ben, comme tu le disais il y a 2 minutes, c'est déjà avoir une visualisation du réseau en temps réel. Ces mesures de niveau d'eau sur toutes nos branches secondaires qui sont équipées d'un déversoir et d'une échelle millimétrique. Derrière, on met un capteur de niveau d'eau, ça évite que le garde passe tous les jours et inscrit, on va dire, sur un agenda toutes ces hauteurs d'eau. Aujourd'hui, rien que pour l'agence de l'eau ou pour la bonne gestion de notre ASA, ils arrivent avec, sur leur supervision, à avoir, on va dire, un historique de données. Derrière, on a fait le développement, enfin, je n'ai pas fait moi, mais Sinox a fait le développement pour, au lieu d'intégrer une hauteur d'eau, parce que moi, tous mes présidents d'ASA ont l'accès sur la supervision, et eux n'ont pas une visualisation de la hauteur d'eau, parce que la hauteur d'eau, ça ne parle pas. Et derrière, on a fait une corrélation avec chacun des points de prélèvement, la courbe de tarage dédiée aux points de prélèvement, et derrière, on rentre la donnée sur Sinox, et pour chaque capteur, et derrière, on va dire qu'on a, au lieu d'avoir une hauteur d'eau, on a un débit en temps réel. Déjà, ça, c'était très bien. Ensuite, on a fait un deuxième développement où on a pu, on va dire, soustraire 2 capteurs par rapport à 2 courbes de tarage et nous donner, on va dire, un débit sortant du canal mètre qui était en fonction de chaque structure secondaire. Ça, derrière, ça a été un point positif pour les gardes parce que pour gérer un canal mètre et derrière avoir le débit transitant dans ces réseaux secondaires, c'était déjà là, c'est tout automatisé et en un clic sur la supervision, on arrive à voir un peu l'historique de chaque réseau secondaire. Ça, c'était le premier point. Ouais, Oui. ça te permet du coup d'automatiser et vraiment d'anticiper parce que tu vas pouvoir voir directement la supervision en temps réel et du coup, ça va forcément favoriser une meilleure gestion du coup. Oui, et surtout qu'en plus, avec la mise en place d'une alarme, on va Ouais. dire que le garde-chef a été alerté en temps réel toute la saison 2022 sur dès qu'on va dire une ASA secondaire prenait trop d'eau sur le secteur parce qu'il nous reste encore des martelières privées et qui ne sont pas encore verrouillées et du coup c'est au bon vouloir de la personne de ne pas prendre la totalité de sa martelière. Voilà. Du coup, au niveau de la solution qui a été déployée, donc comme l'a dit Guillaume, le but était de pouvoir mesurer le niveau des cours d'eau. Donc du coup, c'était d'avoir une solution qui soit facilement déployable, qui puisse facilement du coup mesurer les cours d'eau en quasiment temps réel. Donc on a beaucoup travaillé avec Guillaume et ce qui était intéressant, c'est qu'on a testé plusieurs capteurs. Hein. Donc on est parti sur des capteurs à ultrasons. On a essayé justement 3 capteurs pour pouvoir voir quel était le capteur le plus précis parce qu'on sait que l'ultrason, c'est intéressant, mais comme l'a dit Guillaume en préambule, s'il y a des coups de vent, ça peut altérer un petit peu l'ultrason. Donc, on a testé différents capteurs. Guillaume a du coup installé un tube de guidage pour justement favoriser du coup l'envoi de l'ultrason. Ce qui fait qu'on a déployé par exemple là des capteurs de chez L6, les ELT2 Maxbotics, qui du coup avec l'arrondi envoie ultrason pour pouvoir taper directement sur l'eau pour pouvoir avoir son niveau. On est passé par un réseau LoRa. Je rappelle que le réseau LoRa, c'est un réseau LP1 qui permet d'avoir une basse consommation de la batterie et qui permet d'envoyer des données de faible quantité. C'est un réseau qui est national, qui est poussé par Obgenius et LiveObject, et qui couvre quasiment la totalité du territoire et sur lesquels, si jamais on n'a pas de couverture, on peut mettre en place des réseaux privés. Donc, on a utilisé ce réseau LoRa. Et derrière, on va apporter deux solutions. La première, qui est SOM2M IoT, qui est du coup la plateforme qui va permettre de gérer, comme je l'ai dit au préambule, les capteurs et la connectivité, qui va permettre à Guillaume directement de voir si ces capteurs fonctionnent, s'ils communiquent bien, s'ils envoient bien de la donnée. Et il va sur la deuxième plateforme,
SoDataVis, pouvoir visualiser les données en se créant des widgets, en se créant des dashboards pour pouvoir avoir donc par exemple la position sur une carte map de son capteur, savoir directement le niveau de l'eau et du coup en appliquant la courbe de tirage, avoir son débit. Il va pouvoir se planifier du coup des alertes pour du coup avoir une gestion active, avoir une gestion même proactive et lui permettre d'avoir une supervision du coup en temps réel de ces différents canaux. Tu veux rajouter quelque chose, Guillaume? Moi, je dirais, par rapport à ce capteur, le L6 ou LT2, comme on peut le voir, il n'est pas très gros. Hein, il fait 6 cm par 6 cm, donc c'est un capteur qui est assez compact. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on en a posé il y a 4 ans et on n'a toujours pas changé la batterie. Pourtant, on remonte une donnée. Il y en a qui remontent une donnée toutes les 10 minutes et les autres, c'est toutes les heures. Donc, avec une pile de 3,6 volts, on arrive à avoir un capteur quand même qui est assez compact et qui a l'avantage d'être sur un réseau LoRa et très peu énergivore. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'IoT a été pensé pour ça, c'est d'avoir des capteurs autonomes, basse consommation et comme tu l'as dit, Guillaume, l'utilisation du réseau LoRa favorise justement cet apport et cette facilité quelque part de déploiement. Après, nous sommes, le conseil d'administration a voté et on va dire délibéré là-dessus, c'est qu'on restera sur le réseau LoRa. Peu importe ce qui se dit aujourd'hui sur le réseau LoRa, si demain on n'a plus le réseau LoRa public, on mettra en marche un déploiement de réseau LoRa privé. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'inquiétudes par rapport au réseau LoRa. Hein. Donc, Objet News a annoncé la fin du réseau LoRa à fin 2024. LiveObject, qui est Orange, lui, son réseau est du coup toujours en place jusqu'au minimum 2027. Donc là-dessus, on peut être tranquille. C'est un réseau qui fonctionne très bien, qui est je crois, le deuxième réseau le plus utilisé dans le domaine de l'IoT. Donc sur ça, on peut être tranquille pour utiliser cette technologie. Juste pour revenir par rapport à l'utilisation des plateformes, donc là, ce que l'on voit à l'image un petit peu, c'est différents tableaux de bord qu'a construit Guillaume. Ce sont des tableaux de bord qui sont 100% personnalisables, où on va pouvoir justement, comme on le voit, se créer des graphiques, des indicateurs chiffrés, utiliser des timelines, des tableaux, mettre en place, par exemple ici, comme on le voit sur le tableau de bord de droite, l'image, par exemple, du canal avec, on le voit pas très bien, mais le capteur avec le tube de guidage et après, justement, les différentes indications pour avoir comme un espèce de cockpit qui va permettre d'avoir une supervision globale avec du coup les infos du débit, du niveau d'eau, qui va permettre à Guillaume d'avoir une gestion globale. Il va pouvoir se créer les différents artères des canaux qui vont lui permettre de superviser. Par rapport à ça, un petit peu, comment toi, Guillaume, tu t'es un petit peu approprié la solution? Déjà d'une, c'est très facile à se l'approprier, on va dire. La mise en place de dashboard, de widget, parce qu'au début, j'étais pas trop dans les termes, j'avais pas trop le discours de Sinox. Et on va dire qu'on a fait une arborescence par rapport à nos différentes ASA secondaires. Donc, on a permis à nos ASA secondaires, parce que du fait que l'ASA compagnie de Crapon soit un canal maître, on a signé ce partenariat avec Sinox pour que toutes nos ASA secondaires puissent mettre en place des capteurs en réseau LoRa et puissent bénéficier de l'accès à notre supervision. C'est ça, on va dire, le but de notre partenariat. Aujourd'hui, Sinox déploie autant d'objets pour l'ASA compagnie de Crapon, mais pour toutes nos ASA secondaires, et on sait où on va. Donc après, c'est moi qui mets en place les dashboards et les widgets concernés, en relation avec les ASA secondaires et tous les directeurs de services de communes ou d'autres présidents d'ASA. Et derrière, ça fonctionne bien. De toute façon, dès qu'il y a un problème, je sais très bien que Sinox a un support et que le problème est réglé, on va dire, très très rapidement. Donc, et après, à comprendre, c'est très facile, quoi.
c'est selon la donnée brute que remonte le capteur. Et l'avantage, c'est qu'on peut implémenter tout type de capteur. Il y a des endroits où, là, on le voit pas, mais on a des dashboards sur des stations de prélèvement, de pompage pour de la basse pression. On a des capteurs d'infraction sur des capteurs de porte. On sait en temps réel s'il y a eu une infraction sur la station de pompage. Et derrière, on remonte la donnée aussi sur les démarrages de pompe, les débitmètres. Ça faisait depuis 98 la mise en place, on va dire, d'armoires électriques de 2 mètres de large sur 1 mètre de haut avec tout un type de saufrère ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, rien qu'avec un petit capteur à Denise Pulse, on arrive à avoir un débitmètre communicant. Donc, c'est quelque chose qui fait, comme je disais tout à l'heure, 5 cm par 2 et derrière, on va dire que c'est très facile même à brancher et à mettre en place sur sous M2M IoT. Ouais, c'est vrai que là, le focus est sur la mesure du niveau d'eau, mais c'est vrai que, comme le dit Guillaume, on peut très bien l'utiliser pour différents cas d'usage. Là, Guillaume, lui, a adapté la solution par rapport à ce cas d'usage-là. La possibilité de pouvoir se créer d'autres dashboards, créer d'autres sous-comptes, comme il a dit, pour pouvoir en faire profiter aux autres ASA, pour qu'ils aient eux-mêmes par la suite une supervision de leurs canaux. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas avoir de frein et de se dire que on a la possibilité, on a les solutions qui existent pour pouvoir mettre en place une solution de manière très simple et d'avoir une supervision sur l'ensemble des équipements. Et aussi être accompagné justement sur la création de ces widgets, ces dashboards avec nos équipes en interne qui accompagnent tout du long. C'est ça, une équipe qui permet de former et qui a formé Guillaume sur l'utilisation des plateformes. Et aussi, comme l'a dit tout à l'heure, je reviens sur la courbe de tarage. Sur ça, c'est une équipe qu'on appelle, nous, on demand, donc qui fait du sur-mesure, qui va être capable d'adapter la solution aux besoins du client. Et donc, en l'occurrence, d'avoir fait le développement pour avoir ce calcul qui est important pour Guillaume et qui permet vraiment d'avoir une supervision. Donc, sur ça, on est capable de s'adapter à la demande. Du coup, Guillaume, quels ont été pour toi un petit peu les résultats que tu as obtenus grâce à cette solution et ce partenariat? Alors oui, du coup, la police de l'eau, remettre en place la police de l'eau. Le premier objectif, c'était déjà avoir une visu sur tous nos rejets, un milieu naturel de tous nos réseaux. Sur les 10 rejets, on a tout instrumentalisé avec des capteurs niveau d'eau. Et derrière, on a réussi, pas complètement parce qu'il reste du travail, il reste de la mise en place de capteurs, mais déjà à effectuer un premier besoin en fonction des fioles et des réseaux secondaires sur le prélèvement en eau. Ensuite, on a mis à disposition de chacune de nos structures secondaires les données archivées. Et ensuite, les alertes et les envois de rapports, on va dire, au page journalier pour le garde-fer. Parfait. Merci, Guillaume. Du coup, pour toi, quels seraient un petit peu les atouts de la solution qui a été déployée? Les atouts. Déjà, c'est très facile à mettre en place, notamment sur la partie communication. Tout à l'heure sur ce M2M IoT, derrière le routage des données sur DataVis. Donc, et après, la rapidité de la mise en place, c'est intuitif, au niveau même de la plateforme, l'application mobile, c'est très facile à mettre en place un capteur qu'on reçoit de la part de Synox sur la supervision. Ouais, ensuite, le choix du capteur, on va dire que ça, c'est plus une donnée à chaque ASA à voir un peu en fonction de son territoire et sur le type de capteur qu'il veut mettre en place sur son réseau. Mais aujourd'hui, nous, les 2 types de capteurs, comme je disais, c'est l'ultrason guidé et le radar qu'on va mettre en place sur notre réseau. Et derrière, tous ces capteurs seront en lien avec des vannes automatiques. Et notre projet que j'ai en tête, c'est par rapport à la saison 2022, on a beaucoup de pompages qui sont sur des basses pressions qui ont été faits dans les années 90 et qui sont branchés en direct.
aujourd'hui, on a eu une saison où on a eu de grosses restrictions en eau, compliquées à gérer. Et la première réflexion qui est venue en pleine réunion, c'était comment réagir par rapport à l'urbain sur la gestion en eau en période de restriction. Et là, on est en train de monter des électrovannes automatiques, on va dire automatisées par l'intermédiaire de la plateforme Synox. Et ça, avec un compteur connecté. Et derrière, on aura la donnée consommée sur la saison. Et s'il y a une période de restriction, faire respecter le prélèvement à chaque prix. Ça, je pense que c'est aussi un gros projet en parallèle des martelières automatiques. Ouais, c'est vrai que, comme tu dis, hein, le choix du capteur est vraiment adapté en fonction du cas d'usage. Et après, là où je te rejoins, mais merci pour ces remontées, c'est le côté vraiment facilité de déploiement et rapidité. Ça, c'est vraiment des points forts à garder en mémoire. Ouais, c'est clair. Merci à tous les deux. Maintenant, on va justement passer au sujet que tu évoquais, Guillaume. Mais quelle est la suite et justement, vous pouvez expliquer avec Mathieu le projet là d'innovation avec les vannes martelières automatiques. Ouais. Parce que tout à l'heure, Lauriane aussi en parlait un petit peu. Ce qui est un petit peu fastidieux, c'est qu'il y a la problématique de personnes qui vont se lever des fois tôt pour aller ouvrir manuellement des vannes martelières. Il peut y avoir des oublis parce qu'on n'a pas fermé la vanne et du coup, il y a trop d'eau qui était envoyée dans les canaux. Et justement, la solution, l'innovation qui a été pensée aussi par Guillaume, c'est d'avoir du coup une vanne martelière qui soit complètement automatisée et qui soit complètement pilotable depuis la plateforme Synox. Du coup, le but est de mettre en place un actionneur qui va permettre de contrôler la vanne martelière qui sera toujours sur le réseau LoRa et qui va permettre de pouvoir dire je veux ouvrir ma vanne martelière, je veux fermer ma vanne martelière, ou alors je peux programmer directement, dire à 8 heures, tu vas ouvrir la vanne martelière à tant de pourcents d'ouverture, et une fois que il y aura du coup le débit qui sera passé, tu vas pouvoir fermer la vanne et ça va être beaucoup plus simple d'utilisation, on va pouvoir le faire à distance et on va pouvoir du coup gagner beaucoup de temps. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu plus parce que c'est un petit peu ton bébé, ton projet, Guillaume, là-dessus. Oui, on a démarré nous avec deux types de besoins qui ont été un peu validés en gros, notamment la vanne agriculteur, comme on l'a appelé avec Mathieu. Cette vanne agriculteur, au début, elle a été là que pour actionner une pelle, une vanne murale de 0 à 100%. Ça, le prototype, il a été, on va dire, facilement mis en place avec un capteur à Denis et derrière une solution autonome. Ça, on est en train de l'améliorer. On essaye en fait d'avoir un produit avec un coût très faible et derrière une automatisation et même, on va dire, en fonction d'un besoin, on est en train de voir avec un agriculteur de faire, on va dire, une ferme pilote et pour faire des essais et avoir un cas d'usage assez concret avec un agriculteur et un essai sur une saison. Ça, c'est la première vanne. Et la deuxième vanne, c'était d'arriver à mettre en place, toujours sur le réseau LoRa avec un actionnaire à moindre coût, donc sur la gamme à Denis, une vanne avec du positionnement, comme disait Mathieu, sur 10, 12, 15, 30% d'ouverture. Et en fait, nous, l'avantage, ça serait à mettre en place ça sur nos canomètres, sur nos branches, enfin, sur les départs de branches secondaires, avec derrière l'outil toujours de capteur de niveau d'eau au niveau du déversoir. On avait la solution de mettre en relation, et qui marche aujourd'hui sur Synox, la relation que le capteur de niveau d'eau contrôle l'ouverture de la martelière. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'on ne mettra pas en place. On gardera en fait la main sur l'actionneur. Ça sera le garde qui gardera la main sur l'actionneur et qui contrôlera son débit transitant dans le réseau secondaire par l'intermédiaire du capteur de niveau d'eau. Voilà en gros les deux solutions qu'on est en train de finaliser. Ouais, c'est vrai que comme tu le dis, Guillaume, on peut soit
automatiser, dire que sur déclenchement de niveau, on va actionner la vanne. Ça, c'est quelque chose qui est déjà possible et qu'on peut proposer. Ou alors, comme tu l'as dit, que ce qui va être fait par l'ASA, du coup, c'est de contrôler le niveau et après d'actionner manuellement. Donc, les deux solutions sont possibles. Après, pour la solution agriculteur, on a fait un essai cet été sur plusieurs parcelles et le capteur de niveau d'eau qu'on a mis en place, le capteur de bout de parcelle, pardon, qu'on a mis en place, on a bien fait la relation entre dès que l'eau arrive au capteur de bout de parcelle, ça ouvre la martelière numéro 2, ça ferme la martelière numéro 3, par exemple. Et ça a très bien fonctionné. Et c'est vrai que pour des agriculteurs qui ont des coups de nuit, s'ils peuvent, on va dire, programmer avec 2-3 capteurs de bout de champ et qui contrôlent 6 martelières, derrière, ça leur donne l'opportunité de dormir sur le bon oreiller ou de faire autre chose qu'aller à l'irrigation. Et vice-versa, un agriculteur qui me disait, pendant que je suis en train d'emballer du foin, ça m'évite de faire des allers-retours constamment, d'arrêter et d'aller voir si l'eau est arrivée en bout de parcelle. Merci à tous les deux. On va passer rapidement sur les autres cas d'usage qui sont déployés parce que je vois que le temps passe. Je te laisse la main, Mathieu. Oui, ce qui est intéressant, c'est que, comme on a dit, on peut utiliser différents cas d'usage. Ce qui va être possible, c'est de pouvoir contrôler et d'analyser un petit peu du coup l'environnement extérieur. Donc, on peut très facilement mettre en place des stations météo connectées. On peut y mettre aussi des capteurs de qualité d'air extérieur pour être sûr qu'il n'y a pas de pesticides ou de choses dans l'air qui viennent compromettre l'agriculture. On va pouvoir mettre en place, par exemple, des sondes directement d'humidité, de température dans le sol pour pouvoir avoir une meilleure gestion de l'arrosage. Donc, c'est des solutions qui sont déjà déployées. Et comme l'a dit Guillaume, on va pouvoir mettre aussi des solutions pour favoriser l'arrosage intelligent, du coup, avec des actionneurs, des vannes directement connectés qui vont pouvoir permettre de dire automatiquement j'arrose le matin ou la nuit, par exemple pendant 1 heure et après j'arrête de manière simple. Donc tout ça pour dire quoi que peu importe en fait le cas d'usage, on a des solutions adaptées à proposer. Et pour répondre à une des questions qui a été posée sur le chat, on n'est pas fabricant de capteurs. Ouais. On teste, on intègre et on propose des capteurs de fabricants du marché. Donc, ça représente à peu près, on va dire, une vingtaine de fabricants en France. Ouais, voilà, on est en lien avec eux, on est partenaire avec eux et on intègre leurs solutions sur nos plateformes. Du coup, le lien que je voulais faire moi avec la chambre d'agriculture, c'est que tous ces cas d'usage, on voit que ça peut toucher différents, nous on appelle ça des personas. Donc soit ça peut très bien adresser directement les ASA qui veulent avoir une meilleure gestion sur les canaux, mais aussi les collectivités et aussi surtout les agriculteurs pour pouvoir faciliter leur métier, parce qu'on sait que c'est des métiers qui sont très durs. Et si on peut justement apporter des solutions simples qui leur améliorent leur niveau de vie et aussi qui améliorent leur confort dans leur travail, c'est des solutions que l'on peut apporter pour voilà, améliorer la partie arrosage, améliorer la consommation d'eau qui est faite, pouvoir leur permettre d'actionner directement des vannes. Je ne sais pas ce que tu en penses aussi, Lauriane, mais moi, je le vois beaucoup là-dessus. Hein, et c'est pour ça qu'on a aussi cette relation qu'on commence ensemble, c'est pour pouvoir apporter ces solutions-là aux agriculteurs. Oui, oui, tout à fait. Enfin, nous, aujourd'hui, voilà, on aurait du besoin bon, sur l'accro par rapport au foin, mais on a d'autres projets en réflexion sur de l'automatisation.
Donc ça me fait rebondir sur ce que disait Guillaume aussi juste avant et toi Mathieu sur les vannes qu'on peut programmer à des niveaux spécifiques. Nous, on a en réflexion un projet sur la Camargue qui serait sur l'automatisation et ça peut, enfin bon là je pense à la Camargue, mais ça peut toucher d'autres agriculteurs, nous du département, mais aussi au niveau de la région PACA. Moi, à l'origine, ça fait quelques années que je travaille sur l'automatisation et on a déjà été contacté par des ASA du 83, d'autres du 04, du 05. Bon, voilà, donc je pense que bien sûr, les agriculteurs sont intéressés aujourd'hui par l'automatisation, par des capteurs, que ce soit sur du gravitaire ou sur du goutte à goutte ou sur d'autres systèmes d'irrigation. Ouais, et du coup, comme tu l'as dit, vu que tu as été contacté par d'autres ASA, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on l'a déployé pour l'ASA Compagnie de Craponne, mais on peut très bien le mettre en place dans n'importe quel ASA de France, dans n'importe quelle collectivité de France et pour n'importe quel agriculteur, peu importe que ce soit une petite collectivité ou une grosse collectivité, la solution, on est capable de l'adapter. On peut adapter les capteurs ou la mise en place. Et surtout, on accompagne à chaque fois. Donc là-dessus, voilà, tout le monde est concerné par ces solutions et peut facilement les mettre en place. Et concrètement, Mathieu, justement, pour répondre à plusieurs questions là, qui ont été posées, est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu le niveau de prix pour la mise en place typiquement d'un capteur de niveau d'eau? Oui, par rapport à ça, il faut compter, par exemple, autour des 150 € par exemple, pour un capteur ultrason pour pouvoir le mettre en place, avec à peu près voilà, autour d'une dizaine d'euros par rapport à la connectivité LoRa. Et après, en fonction des solutions côté plateforme, il faut du coup compter à peu près, par exemple, peut-être à peu près 10 € par objet à l'année pour pouvoir avoir la solution directement et la supervision. Est-ce que on va passer maintenant aux réponses aux questions parce qu'il y en a eu pas mal qui ont été posées en ligne. Est-ce que tu peux expliquer, Mathieu, comment est-ce qu'on peut intégrer des données tierces sur l'application, typiquement des données météo, pour le coupler justement aux données qui sont récoltées par les capteurs? Ouais, en fait, la force de Synox, ça va être vraiment sur l'intégration d'objets de n'importe quelle marque, mais aussi sur l'intégration de données de flux tiers. Donc, on intègre déjà, par exemple, des données de météo, et en fait, on va pouvoir facilement s'intégrer avec d'autres solutions. On a une plateforme qui est multi-protocole. Donc, pour rentrer un petit peu dans les jargons techniques, on va avoir des protocoles HTTP, MQTT qui vont nous permettre de nous connecter avec, par exemple, des flux de météo ou avec d'autres équipements pour pouvoir les intégrer sur la plateforme SwamToM IoT et les rendre lisibles sur la plateforme SwatAviz. Et sur ça, on a un pôle qui s'appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, OnDemand, pour pouvoir faire ces intégrations-là de manière simple sur les plateformes. Merci Mathieu. Peut-être Guillaume aussi répondre sur cette partie-là. Synox propose-t-il des solutions pour automatiser une martelière en zone non desservie par le réseau électrique? C'est en cours. Ouais, c'est que on est en train de travailler avec Guillaume sur des solutions autonomes justement parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout le temps de l'électricité. Forcément, quand on est dans des champs, c'est compliqué. Et on est en train de travailler avec Guillaume avec des solutions autonomes pour pouvoir alimenter justement les capteurs, alimenter les vannes. Donc c'est en cours et sur ça, on pourra tout à fait prendre contact pour discuter plus particulièrement de ce cas d'usage-là. En fonction des besoins, du type de vanne, et voilà, il y a plusieurs. C'est ça. Merci à vous deux. Pour répondre à une autre question, donc on a à peu près 550 modèles de capteurs qui sont intégrés et une centaine aussi d'actionneurs. Donc pas simplement des objets qui permettent de capter la donnée, mais d'autres qui permettent aussi d'agir à distance, typiquement comme pour l'ouverture de vannes. Et on continue quasiment tous les mois, à peu près entre 5 et 10 capteurs que l'on intègre en fonction du besoin. Donc, ce qui est important, c'est que si jamais vous avez un projet, que vous ne voyez pas le capteur sur la plateforme ou dans le catalogue, il ne faut pas hésiter à nous dire, voilà, moi je travaille déjà avec ce fabricant
est-ce que vous pouvez intégrer? On regardera ensemble comment on peut faire pour utiliser ces capteurs sur nos solutions. On a quelqu'un en interne quasiment à temps plein qui se charge d'intégrer de nouveaux capteurs, de les tester, que ce soit sur demande de clients, de partenaires, même en R&D. Et pour répondre et répéter un petit peu ce qu'a dit Mathieu sur la partie modèle économique, donc il y a un prix par capteur de l'ordre à peu près de 10 € à l'année selon les fonctionnalités qui sont attendues. Et après, forcément, il y a le prix d'achat du capteur qui varie. Et nous, on a ce devoir de conseil pour préconiser le bon capteur sur le besoin. Voilà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a 3 composantes. Le capteur, qui est un coût d'achat, qui est une acquisition. On a l'abonnement connectivité pour que du coup, le capteur puisse communiquer, envoyer sa donnée. Et du coup, un abonnement plateforme. Voilà, ce sont les 3 composantes à avoir. Et forcément, le capteur est à la propriété du coup, de l'usager. Et peut-être dernière question, à part si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Mathieu, quel est le temps de latence pour la mise à disposition de la donnée? Alors, par rapport à ça, donc on n'est pas sur du temps réel à 100%. Hein, le réseau LoRa n'est pas sur du temps réel. Aujourd'hui, la remontée de données se fait quasiment tous les 10 minutes. Et en fait, la plateforme derrière, elle va actualiser de manière automatique pour avoir ces données-là. Si on veut être sur du temps, quasiment du temps réel, il faudrait passer plutôt sur de la connexion cellulaire ou LTE-M ou plutôt NB-IoT, qui sont des extensions de la 4G, qui permettraient d'avoir du temps réel, mais du coup qui pourraient du coup avoir une consommation de la batterie de manière plus importante. Donc, ce qui est pour moi important, c'est vraiment d'adapter la solution aux besoins. Et il ne faut pas forcément dire moi je veux telle techno. C'est plutôt réfléchir à l'inverse, dire c'est le cas d'usage qui va driver le choix du capteur et de la techno. Voilà, ça c'est un conseil qui est vraiment à prendre en compte. Et pour compléter, comme sur la partie capteur, on conseille le bon objet, et sur la partie connectivité, on propose aussi de la connectivité cellulaire, LP WAN, donc sur différents types. Ouais, satellite aussi. Ouais. Et là, on vient d'intégrer aussi la connectivité satellitaire pour les zones qui ne sont pas couvertes ou mal couvertes par les autres réseaux. Ouais, tout à fait. Donc, pareil sur les sujets de carte SIM, machine to machine, pareil, on est capable d'accompagner sur du mono, du multi-opérateur pour pouvoir facilement les mettre en place. Je pense qu'on a fait le tour sur toutes les réponses aux questions. Lauriane, Guillaume, vous voulez ajouter un mot pour conclure peut-être? Je te laisse, Lauriane, vas-y. Non, pour conclure, c'est que nous, on peut dire que vis-à-vis des agriculteurs, ça fait 4 ans, on va dire, qu'on réfléchit à de l'automatisation, donc c'est vrai qu'il y a du besoin. Aujourd'hui, il y a une attente forte sur le terrain et ce que je peux dire, c'est que voilà, aujourd'hui, il faut que ça fonctionne. Clairement, voilà, que ça fonctionne bien sur le terrain pour pouvoir ensuite pouvoir développer. Donc non, nous voilà, on attend, on est prêt pour tester sur différents territoires, que ce soit sur la Creuse, sur la Camargue, voilà. Et j'espère qu'on pourra voir comment collaborer avec vous dans les mois et années à venir. Merci. Guillaume, est-ce que toi tu as un mot aussi de fin par rapport à ce webinaire? Par rapport, on va dire, par rapport à la compagnie Trapone, on va dire, on a tout misé sur le partenariat avec Sinox. Donc, pour l'instant, on en est super content, tout fonctionne, tous nos développements, notre besoin, on va dire, le partenariat ou SoDataVis est à notre besoin, a été bien construit par rapport aux besoins de l'ASA. Donc maintenant, on va dire qu'on a des essais concluants à faire dans les jours qui arrivent pour valider tout ce qu'on a parlé, on va dire, en projet. Et j'espère que tous ces projets vont fonctionner parce que c'est vraiment un besoin qu'on a sur le terrain. Autant au niveau chambre avec l'agriculteur qu'on va dire au niveau des ASA secondaires pour notre canal. Donc c'est, on va dire, une histoire qui démarre et qui est pas, pour moi, qui n'est pas finie. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est bon? Il y avait une dernière question. Est-ce qu'on a rencontré des problèmes de couverture de réseau à certains endroits?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau est national, hein. Forcément, il ne couvre pas forcément toutes les zones. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité, ce qu'on a fait avec Guillaume, de tester le réseau. Donc, il existe des testeurs de réseau, par exemple, je pense au Filtest de chez Adonis, qui va nous permettre de tester le réseau sur place pour pouvoir voir si on a de la couverture qu'on appelle opérée, publique. Si jamais on n'a pas de couverture publique, on a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des passerelles pour pouvoir créer un réseau privé. Donc, on a toujours ces solutions-là qui sont possibles. Ou alors, après, on peut aller sur d'autres technologies. Donc, c'est pour ça que ce que je disais, c'est qu'en fonction du cas d'usage et de l'emplacement, on va adapter la solution. Merci Mathieu. Et puis, je pense qu'on peut conclure. Merci à tous d'avoir été présents. Vous avez été près de 80 aujourd'hui. À savoir qu'hésitez pas à nous contacter par email si vous voulez un peu plus de détails sur les projets. Vous pouvez consulter aussi notre catalogue d'objets et n'hésitez pas à vous rapprocher de Mathieu ou d'autres interlocuteurs pour pouvoir discuter justement des plans de projet. Ouais, merci du coup pour votre participation. Merci Lauriane, merci Guillaume également pour la participation à ce webinaire, parce que c'est pas forcément un exercice facile. Merci pour vos retours d'expérience et on est nous aussi très satisfaits de travailler avec vous et pour Lauriane de commencer également ensemble à travailler et on espère pouvoir continuer à vous accompagner et on espère pouvoir par le biais de ce webinaire sensibiliser d'autres ASA, d'autres agriculteurs et qui feront appel à nous. Donc, si jamais vous avez des projets IoT ou vous souhaitez juste engager des discussions, n'hésitez pas à nous contacter. Et je rappelle aussi que le webinaire sera disponible en replay, donc soit disponible sur le site directement de Sinox, vous avez un petit formulaire à compléter, sinon vous pouvez nous faire la demande par email, on vous répondra. Parfait. Merci beaucoup pour votre participation et du coup une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup.